à avoir le PIB par habitant très élevé. C'est comme ça que le Rajasthan se trouve là-bas, suivi du Qatar. Pourquoi le Qatar? Petite population, ressources pétrolières, donc ils vivent mieux qu'en République démocratique du Congo, suivi de Monaco, encore une principauté, Macao, Luxembourg, ainsi de suite. Donc, nous sommes la République démocratique du Congo, grand comme un sous-continent, avec toutes les ressources naturelles que nous avons, et devinez quoi? Nous sommes classés au bas. Quand on utilise tous les pays du monde, on utilise comme critère le PIB par habitant. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. En tant que manager, votre rôle, vous devez poser la question, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette situation-là? Parce que c'est vous qui devez restructurer votre pays, la RDC. Qu'est-ce que vous faites? Je vais partager encore avec vous d'autres indicateurs pour que vous puissiez voir que ces choses sont liées. Ce que ça veut dire, c'est que même par rapport au Togo, par rapport au Rwanda, par rapport à tous les autres pays, avec 20%, nous sommes considérés comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète, d'Afrique. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Non. La corruption va avoir un impact sur ce qu'on appelle le budget national du pays. Parce que quand les gens sont très corrompus dans un pays, qu'est-ce qui arrive? Les ressources publiques ne vont pas dans les caisses de l'État. Ça va où? Dans des poches de privés. Parce que ça va dans des poches de privés, le pays arrive à réaliser un budget national qui est très faible. Est-ce que tu peux nous projeter le graphe qui montre le classement de tous les pays africains en utilisant comme critère le budget national? Ici, nous avons le classement de tous les pays. C'est un classement qui est basé sur l'année 2018. Et vous voyez par exemple en tête de peloton, le Nigeria, 580 milliards de dollars par an comme budget national. Et on descend progressivement, vous allez voir que des pays ont des budgets plus maigres. Et aller vers la fin maintenant, dans d'autres pays, vous allez voir que nous sommes toujours dans le peloton de que on se situe à peine à ce niveau-là avec la Guinée équatoriale, à égalité. Donc, il y a un lien entre la gouvernance des pays, le niveau de corruption et aussi la taille du budget national. Et quand on a un faible budget national, devinez quoi? C'est le développement du pays qui en pâtit. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à réunir toutes les ressources qu'il faut pour financer différents projets de développement. Vous avez compris? Je voudrais maintenant que nous puissions passer à d'autres indicateurs. Ici, c'est un indicateur assez particulier qui vous touche personnellement. Et je n'insulte personne parce que je suis d'abord congolais et tout ce qui est négatif à propos de la RDC, ça m'attriste personnellement. Ici, cet indicateur nous donne la qualité des ressources humaines dans les pays. On compare les différents pays africains. Ici, on a utilisé comme indicateur les meilleures universités africaines. On ne compare pas l'Afrique ou la RDC avec les États-Unis ou le Japon. On compare la RDC avec le Cap-Vert, avec le Sénégal, avec le Burundi. Entre nous, Africains d'abord. On a pris le classement de 200 premières universités africaines, les meilleures universités africaines. Les 200 premières. Et vous trouvez que le peloton de tête, ce n'est pas très visible, mais vous trouvez partout l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, et puis après, je ne sais pas, le Kenya, l'Égypte, le Nigeria, ainsi de suite. Et aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, à la fin, devinez quoi? Il n'y a pas qu'une seule université de la RDC. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui nous détestent. Ils ne classent pas mal la RDC parce qu'ils n'aiment pas la RDC. Ils utilisent des critères objectifs. Moi, je suis allé dans quelques universités congolaises. Et j'ai trouvé, par exemple, sans offenser qui que ce soit, je suis allé dans une université comme à l'UNIKI, la faculté des sciences économiques. La première année du graduat de candidature, j'ai trouvé 1500 étudiants devant un seul professeur. J'ai essayé de parler à ces étudiants et c'est le professeur qui m'avait reçu parce qu'il était en train de donner une travail. Je parle, je termine. Moi, j'ai tendance à parler à haute voix. Je parle, je termine, je demande aux enfants, est-ce que vous m'avez entendu? J'étais surpris, la moitié de la classe a dit non, on n'a rien entendu. Je dis d'abord, pourquoi? Parce que la salle n'est pas climatisée, n'est pas sonorisée, mais en plus de cela, surtout, il y a ce qu'on appelle, c'est acoustique, c'est ça? Quand vous parlez, ça c'est. La voix se retourne quoi, dans la nature, dans la salle. Si bien que ceux qui sont assis au fond de la classe
n'entendent rien. Mais ils viennent du 1er janvier au 31 décembre assister à des cours. Conséquence, quand ils ont fait les examens de première session, j'étais choqué d'apprendre, je n'étais pas choqué au fait, d'apprendre que 900 étudiants de première année en sciences économiques avaient été recalés. 900! Et c'est tout un pays. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Par conséquent, nous voulons développer la RDC. Vous allez voir ce que je vais suggérer en ce qui concerne le système éducatif, parce que c'est lié directement à la qualité des ressources humaines congolaises. Autre indicateur que je souhaiterais partager avec vous, c'est la qualité de notre économie. Le président Laurent Désiré Kabila venait de prendre le pouvoir ici. Il m'a appelé, j'étais aux États-Unis, il m'a dit venez un peu, vous allez aider votre pays à concevoir une nouvelle monnaie parce que je ne peux plus regarder le Zaïre monnaie qui avait totalement perdu la valeur, qui était devenue discréditée. Nous avons conçu le franc congolais, nous avons lancé le franc congolais, mais quand on l'a lancé, c'était autour de $1 égale à 1,3 francs congolais. Mais prenez 1 divisé par 1,3, vous trouvez 1 franc congolais égale à 0,72 cents de dollars. C'est au moment où on venait de lancer le franc congolais. Maintenant, qu'est-ce qui est calculé avec la gestion de la monnaie? Année après année, voilà. Dès qu'on l'a lancé, il a commencé à perdre la valeur. Regardez, et nous avons atteint quelle valeur? 0 en 2000. En 2002. Et depuis 2002, le franc congolais est resté cloué au sol à la valeur réelle de combien? De 0. Jusqu'aujourd'hui, là, c'est 0. Prenez, pour trouver cette formule-là, prenez 1 divisé par le taux de change que nous connaissons. Donc aujourd'hui, $1 égale à combien? 1650, 1700 francs congolais. Prenez 1 divisé par 1650, 1700, vous trouverez 0,00000. Donc j'ai arrondi, c'est égal à 0. Ça veut dire que notre monnaie, depuis très longtemps, ne vaut rien, mais nous avons l'impression que nous avons une monnaie. Ça, c'est un critère extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la monnaie est le reflet de l'économie nationale. C'est le symbole même de la souveraineté de notre pays. Je voudrais dire à partir de là que notre souveraineté, on l'a sur papier. Et dans la pratique, nous faisons le contraire. Conséquence de cette situation-là, l'économie congolaise est totalement dollarisée. Quand on dit dollarisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens du pays, au lieu d'utiliser leur monnaie nationale qui n'a pas de valeur, ils se sont réfugiés vers des monnaies étrangères qui ont plus de valeur que la leur. Ici au Congo, nous utilisons quoi? Le dollar, l'euro, le franc CFA, le kwacha zambien, le kwanza angolais, le shilling ougandais, le shilling tanzanien. Donc nous utilisons toutes les monnaies du monde, sauf notre propre monnaie. Parce que la dollarisation représente combien? 95% de l'économie nationale. 95%, ça veut dire que tous les jours, là, les Congolais, d'une façon générale, utilisent les monnaies étrangères. Et notre monnaie, on l'utilise que quand on n'a pas de choix. C'est très grave. Vous me suivez? C'est très grave et c'est très honteux. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose, parce que beaucoup de gens ne voient pas ça. Si vous voulez savoir la vitesse avec laquelle notre monnaie a perdu de la valeur, je voudrais que vous preniez le taux d'échange aujourd'hui et vous divisez par le taux de change quand on avait lancé le franc congolais en 1998. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, $1 égale à combien? 1650, 1700 $, n'est-ce pas? 1650, 1700 francs. Prenez ça divisé par le taux de change en 1998 qui est de 1,3 francs congolais. Vous allez trouver que notre monnaie a connu une dépréciation monétaire de combien? De plus de 120 000%. Dieu mes ancêtres, quand une monnaie perd de la valeur de plus de 120 000%, qu'est-ce qui vous reste? C'est pour ça que le pouvoir d'achat des Congolais est quoi? 0. On peut augmenter les salaires de 1000 francs, de 2000 francs, de 10 000 francs. Tout ça, quand vous divisez par la valeur, vous multipliez par la valeur réelle de la monnaie congolaise, est-ce que vous arrivez à améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise? C'est rien. Notre premier problème, c'est la monnaie congolaise. Alors, maintenant, la question est de savoir pourquoi notre monnaie a perdu de la valeur autant. Il y a 3 choses que je voudrais vous donner, partager avec vous, qui déterminent la valeur du monde. Parce que les gens ont tendance à dire l'économie, d'une façon générale, quand ça tourne bien, la monnaie conserve la valeur, c'est vrai. Mais réellement, il y a une combinaison de 3 ou 4 choses qui déterminent la valeur d'une monnaie dans un pays.
La première chose, c'est la politique budgétaire et économique du gouvernement. Politique budgétaire, ça veut dire que le gouvernement vit dans les limites de ses possibilités. Si vous ne dégagez pas suffisamment de recettes publiques, vous allez utiliser quoi pour financer les programmes de développement? Le petit budget que vous avez vu là a des conséquences sur la valeur de notre monnaie. Parce que nous ne faisons pas la lutte contre la corruption. Parce que les ressources publiques échappent au trésor public. Nous restons avec un petit budget. C'est que cela a la conséquence sur la politique budgétaire que mène le pays. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dépenser en empruntant seulement. On doit dépenser ce qu'on a de la caisse. Or, on a très peu dans la caisse, donc notre économie ne peut pas se développer comme il se doit. Deuxième facteur qui détermine la valeur de la monnaie, c'est ce que j'appelle la politique monétaire et d'échange, conduite par qui? Par la Banque centrale. La Banque centrale a, dans l'article 176 de la Constitution, pour mission, de conduire la politique économique, de conduire la politique monétaire et d'échange du pays, de concevoir et mettre en œuvre la politique d'échange du pays, de gérer les réserves en devises étrangères du pays, de surveiller ou de superviser ce qu'on appelle donc le secteur bancaire dans le pays. La Banque centrale est aussi le conseiller économique et financier du gouvernement. C'est ça qui est écrit dans la Constitution dans l'article 176. La même Constitution, dans son article 170, dit aussi autre chose. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'état du territoire national. Vous savez, quand on dit seule monnaie, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'exclusivité monétaire. Cela signifie quoi? Qu'il ne peut y avoir aucune autre monnaie qui circule concomitamment au franc congolais. C'est-à-dire que tout ce que vous faites tous les jours, en vous promenant avec de l'art dans vos poches, vous êtes en violation de la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Il y a un problème. J'ai fait cette démonstration avec une autorité publique qui était un ministre. Je vais demander, monsieur le ministre, est-ce que vous avez un peu d'argent dans votre poche? Il pensait que je voulais demander de sous. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, montrez un peu ce que vous avez. Il a sorti des billets, il n'avait que des billets de 100 $. Je lui ai dit, mais vous avez aussi la Constitution sur votre table? Il m'a dit oui. Ouvrez l'article 170. Là, ouvrez. Je vais demander de lire ça pour moi. Et quand il a eu là terminé, je lui ai dit, est-ce que vous voyez que vous êtes en train de violer la Constitution? Il avait honte, il voulait cacher donc les dollars. Il y a un problème dans notre pays. Nous devons faire ce que les textes disent. Les textes disent que le dollar, ce n'est pas acceptable. Le franc congolais est la seule monnaie de notre pays. Nous devons vivre avec ce que nous disons, ce que nous avons écrit donc dans la Constitution. Si ça ne marche pas, il faut faire des changements. Maintenant, je voudrais que vous puissiez passer à autre chose. Je voudrais maintenant vous poser la question d'abord basée sur ce diagnostic que je viens de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec le diagnostic que, en tant que pays, notre pays a échoué? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que vraiment nous sommes contents de la situation de la RDC en tant que pays aujourd'hui? Non. Notre pays a échoué et je n'ai pas intérêt à vous dénigrer ou à vous dénigrer. Je n'ai pas intérêt. Le citoyen congolais n'est pas protégé. Le citoyen congolais a besoin d'une meilleure protection, d'une meilleure sécurité. Et pour arriver à le faire, on va revenir là-dessus. Je vais vous dire comment nous allons procéder. Bon, si nous sommes d'accord que ça ne marche pas, moi, en tant que quelqu'un qui a travaillé sur le développement, et je voudrais juste vous dire que j'ai eu l'avantage de travailler sur les 5 continents. J'ai travaillé ici, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé en Amérique latine, dans les Caraïbes. J'ai travaillé sur 85 pays différents. Et j'ai aidé à concevoir des stratégies de développement des différents pays, à les mettre en œuvre aussi, pour régler les problèmes que ces pays avaient. C'est pour ça que j'ai utilisé cette expérience, cette connaissance, pour concevoir pour mon pays ce que nous appelons aujourd'hui le plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je propose dans ce plan Marshall? Je propose que nous puissions figurer parmi les mieux classés dans le monde, où les Congolais, tous, ils ont du travail. Ça, c'est ce que je voudrais réaliser. Deuxième chose, je souhaiterais que mon pays puisse avoir des infrastructures de base. Aujourd'hui, moins de 10% de la population, ils ont accès à l'électricité, à l'eau potable. Vous êtes d'accord avec moi? Là où moi je suis à la Gombe, il y a coupure d'électricité à moyenne 3-4 par jour. On ne peut pas fonctionner comme ça.
il y a un problème réel. Les infrastructures de base manquent. Je voudrais arriver à une situation où dans 15 ans, à part le travail pour tout le monde, à part les routes, les autoroutes qui vont régler le pays, je voudrais parvenir donc à une situation où les Congolais sont heureux. Il y a un pays dans le monde qui mesure donc le niveau de développement, le Bhoutan. Le Bhoutan en Asie, ils mesurent leur niveau de développement par la satisfaction des citoyens. Il faudrait qu'on arrive à conduire des surveys. En français, c'est pas survey. Des enquêtes ou les sondages pour déterminer si le peuple congolais est satisfait de ce que font ses dirigeants ou pas. Et que l'indice de satisfaction soit utilisé comme étant le critère de développement de notre pays. Une fois que nous avons défini ces critères-là, je voudrais aussi qu'on puisse arriver à réaliser ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. Je suis sidéré d'entendre qu'aujourd'hui, le Congo est en train d'importer du riz, de la farine de maïs, de la farine de manioc douce, de la Zambie. Et j'ai posé la question, est-ce qu'on n'a pas un excédent de maïs, par exemple, dans l'Équateur, ou bien au Kassai, ou bien quelque part qu'on peut utiliser pour aller éponger ce déficit en nourriture au Katanga? Apparemment, ça n'existe pas. Et nous sommes le pays qui a 120 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. On peut produire, non pas simplement pour nous nourrir nous-mêmes, mais pour exporter la nourriture, nourrir toute l'Afrique, nourrir même le reste du monde. Donc, voilà les objectifs que je voudrais que nous puissions nous assigner ou assigner à notre pays, à notre société, le Congo, la République démocratique du Congo. Maintenant, comment y arriver? Je vous propose un plan à mettre en œuvre sur une période de 15 ans qu'on appelle un plan Marshall. Pourquoi si j'utilise le mot plan Marshall? Parce qu'à la différence d'autres petits plans que nous connaissons, le plan Marshall a vocation de régler des problèmes structurels que nous avons. Je ne veux pas donc juste régler des problèmes de façon cosmétique. Je vais, une fois qu'on a réglé un problème, on l'ait réglé pour toujours, pour que demain on puisse plus revenir là-dessus. Si on dit qu'il n'y a pas de route, je vais voir des autoroutes qui relient tout le Congo, projeter la carte donc des autoroutes, s'il vous plaît. Si on dit qu'on n'a pas donc de route pour relier tout l'intérieur de la RDC, je voudrais avoir des routes et des autoroutes qui relient toutes les provinces. Donc voilà ce que nous avons ici. Si on arrive à faire ce modèle-là pour un village, tous les points jaunes deviendraient des pôles de développement qu'on doit développer d'après le modèle que je viens de développer ici, pour que chaque village congolais ou chaque ville congolaise devienne un pays soutenable, c'est-à-dire créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais de ce point-là. Comme ça, on évitera le phénomène qu'on appelle Wewa, les gens qui ont été opprimés au centre de la République, qui affluent à Kinshasa pour venir faire même des motos, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement chez eux, parce qu'il n'y a pas eu donc d'emplois créés chez eux. Ils viennent à Kinshasa espérant trouver donc une meilleure vie. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas meilleure vie à Kinshasa que là où ils sont. Si on améliore là-bas, ils vont rester là-bas, ils vont travailler là-bas et le Congo va aller donc là-bas. Donc voilà le sens du plan Marshall que je propose ici. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vécu sur le campus, on allait dans les salles de classe et on n'avait pas envie de quitter les salles de classe parce que c'était tellement agréable. C'était très bien, on vivait très bien sur le campus. Je souhaiterais que l'enfant congolais n'ait pas peur d'aller à l'école parce que les conditions sont horribles. Qu'on améliore les conditions pour lui donner donc cette facilité d'apprendre. Et ensuite qu'on investisse dans la qualité de la santé. La qualité de la santé, ça implique la mise en place de ce que j'appelle l'assurance maladie universelle pour que les enfants ou les Congolais d'une façon générale, quand ils tombent malades, qu'on puisse les prendre en charge et qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible. Aujourd'hui, l'espérance de vie n'est que de 49 ans en RDC. À comparer par exemple à 90 ans à Monaco. Les Congolais meurent trop tôt et trop vite. Nous devons changer cela pour que nos gens puissent vivre mieux et le plus longtemps possible. Alors on vous a limité dans le temps, donc votre message n'est pas complet. Et ce que vous avez dit, à mon avis, est déjà très important. Pour ceux qui sont. Je voudrais vous résumer rapidement en disant, même si la définition du manager n'est pas allée dans les détails, même si c'est un concept dit carrefour, on en ajoute beaucoup, il devient plus manager, on n'en met pas assez, il n'est pas manager. Il a été clairement dit à travers la typologie qu'il a dressée. Et c'est vous qui avez pris position en vous disant est-ce que vous voulez tel type ou tel type ou tel type. Donc on s'est compris. Ceux qui s'attendaient aussi à voir le développement des théories classiques, le développement, les néo-keynésiens, les néoclassiques,
qu'il soit déçu parce que lui, il fait du développement qui sont, comme on dit, contextualisés. Ce n'est pas dans l'air. Alors qu'on l'attendait sur ça, en disant peut-être qu'il va nous brosser les concepts, mais on ne verra pas à quoi ça sert. L'image que nous on apprend. Et ça a commencé par quoi? Les diagnostics. Lourd. Mais en réalité, c'est ça qui lui a permis de justifier après la thérapie à travers ses ouvrages, qui sont justement ses réflexions, mais aussi les propositions qui sont peut-être sa contribution à lui. Donc, excellent orateur, je voudrais vous remercier, mais surtout attirer votre attention sur des éléments que nous demanderons encore que vous regardez avec nous, peut-être en même temps qu'ils vont poser les questions. Parce qu'après le diagnostic, il y a un mot qui est parti rapidement, vision. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, comment il est fait, est-ce que c'est un œuf qui va tomber, alors que la conception de la vision est le départ de notre stratégie, c'est ce qu'on veut. Vous construisez des futuristes, c'est votre futur voulu, n'est-ce pas? Et ça ne peut être que du bien pour le pays. Donc, si vous revenez dessus, ça nous arrangerait. Et en même temps, le choix de certaines options que l'on fait. N'oubliez pas qu'on est tous mis sur la politique d'ajustement pendant longtemps. Est-ce que les programmes d'ajustement structurel ont réellement servi? Si, mais bon, on attend les résultats maintenant. Ça veut dire que quand nous faisons notre plan, nous devions regarder beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Votre plan est justement de cette ambition. Et outre l'option et le choix des options, il nous restera donc, en ce qui nous concerne, nous managers, monsieur l'orateur, en tant que modérateur, je m'arrête là. Parce qu'en réalité, et vous et moi, on attend plutôt la réaction de ces messieurs et dames qui sont pour l'avenir et l'avenir de notre pays. Si vous voulez ajouter un mot sur ma préoccupation, je vous le laisse. Sinon, je remets le micro à... Moi, je suis parti du constat que nous sommes un pays failli, un pays qui a échoué. Classé aujourd'hui dernier de la planète, dépassé par tous les autres pays du monde, avec une population clochard, 85% de la population au chômage, sans infrastructure, un pays sans électricité, il n'y a rien qui marche. Et je me suis posé maintenant la question, quelle est la vision que nous devons avoir et la vision que nous devons chercher à mettre en œuvre et pour atteindre quel projet. La vision que j'ai formulée à travers donc, ces livres ici, c'est la vision, c'est je veux que nous sortions du sous-développement. Développé à plus développé que nous. Je vais devenir un pays émergent. Je me suis même demandé en combien de temps cela peut se faire. Et je me suis dit qu'on peut mettre en œuvre ce programme en 15 ans. Si quelqu'un vous dit qu'il peut mettre ce programme en œuvre pendant 1 an ou 2, ça s'appelle la démagogie. Moi, je me suis dit, basé sur mon expérience, avoir travaillé sur 85 pays différents, on peut mettre en œuvre cette vision de développement sur 15 ans et réaliser quels objectifs? Devenir pays émergent, créer du travail et des emplois pour tout le peuple congolais, avoir ce réseau de routes qu'on a construit là, reliant toutes les provinces du Congo pour qu'on soit en mesure de partir des Zongo au nord à Sakania, au bas du Katanga, en voiture en 2-3 jours, en roulant à grande vitesse sur les autoroutes et en ayant ce que j'appelle un meilleur niveau de vie pour la population congolaise. Meilleur niveau de vie, je voudrais signer ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent, posez-vous la question, ils sont payés combien? Il y a des gens qui travaillent du matin au soir et quand ils terminent le travail, ils sont payés un salaire qui ne leur permet même pas de payer le transport pour aller du travail à la maison. À quoi ça sert de travailler? Je voudrais qu'on introduise au Congo quelque chose dont on parle, mais nous n'avons jamais été rigoureux là-dessus. Je veux qu'on introduise le système des salaires minimum garantis. Ça veut dire quoi? Salaire minimum garanti, ça veut dire que si vous travaillez quelque part, vous êtes enseignant, vous êtes personnel soignant dans un hôpital, vous êtes policier, militaire, fonctionnaire de l'État, on vous donne un salaire à la fin du mois, ce salaire doit vous permettre de faire quoi? De payer votre loyer ou d'acheter une maison, de payer votre voiture ou de louer cette voiture-là, d'envoyer les enfants à l'école, de payer votre nourriture, de vous habiller correctement, et à la fin de la journée, d'épargner un peu de sous parce que vous ne savez jamais ce qui va vous arriver demain. C'est ça le rôle du salaire minimum garanti. Et moi, dans mes calculs, je me suis même déplacé pour aller au marché, pour faire des achats, pour voir réellement ce que ça coûte de vivre dans le pays démocratique. J'ai acheté des j'ai acheté des macayabou, des sacs de foufou, des ceci là. J'ai fait cela
Grand Marché, je suis allé à Guimoise, au marché de Guimoise chez les mamans maraîchères, mais je suis allé aussi donc à ShopRite, à la Gombe. Et je suis arrivé à la conclusion que pour vivre, pas une vie luxueuse, mais juste correctement dans ce pays, il nous faut avoir un salaire minimum par an, d'au moins $1000 par mois. En dessous donc de ça, nous sommes en train de nous tirer les balles dans les pattes en disant que nous améliorons les conditions de vie de la population, mais à la fin de la journée, la population reste la même. J'étais quelque part, j'ai trouvé des enseignants de l'école secondaire en train de se réunir pour faire des propositions au gouvernement sur le niveau des salaires qu'ils voudraient avoir. J'ai participé à cette discussion. Et à la fin de la journée, ils demandaient que le gouvernement donc leur donne environ $200-250 par mois. Moi, je leur ai dit, mais voyez, vous êtes le problème pour vous-même. Parce que si c'est ça que vous demandez, on vous le donne. Est-ce que vous êtes sûr que, j'ai essayé de les raisonner, vous êtes sûr qu'avec ça, vous allez vivre correctement, payer le loyer, envoyer les enfants à l'école, ainsi de suite là. Et on était arrivé à la conclusion qu'il y a lieu de faire du mieux. Je voudrais inviter tout le monde, toutes les parties prenantes, le gouvernement, le secteur privé, les associations professionnelles, on se met autour de la table, on discute sérieusement quel est le niveau des salaires raisonnables pour la population congolaise. Et qu'une fois qu'on a pris cette loi-là, qu'on l'applique, il y a une dame qui est venue me voir l'autre jour. Elle me dit qu'elle travaille dans une société indienne. Mais à la fin du mois, elle est supposée gagner environ $70 de salaire. Mais chaque fois qu'elle fait une erreur, une bêtise comme elle avait, on lui retranche $10. Si bien qu'à la fin du mois, elle se retrouve toujours avec $30-40. Avec $30-40, franchement, est-ce qu'on peut vivre avec ça? Où est la législation du travail dans notre pays? Je souhaiterais que nous puissions être sérieux dans tout ce que nous faisons. La législation du travail, une fois qu'on l'approuve, qu'elle passe au niveau du Parlement, qu'elle est promulguée par le chef de l'État, il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et les entreprises qui ne respectent pas cette législation du travail, moi, je ne vois qu'une seule possibilité. On leur donne des sanctions financières importantes et si elles ne peuvent pas se conformer à la législation pendant un certain temps, on les ferme. Donc, la vision, c'est quelque chose d'important pour le développement du pays. Et pour arriver à avoir cette vision, c'est la raison pour laquelle je voudrais être le manager du type Z. Je suis en train de partager ça avec vous et je vais donc d'une ville à l'autre parce que je veux que vous puissiez participer à cela, contribuer à la redéfinition de la vision, que nous puissions avoir cette vision partagée pour le développement de notre pays. Et une fois que nous avons ça, nous allons peut-être transformer ce livre-là en ce que j'appelle une Bible pour le développement de la RDC. Tout le monde va travailler en fonction de cette Bible-là pour que nous puissions réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés. Vous avez parlé du plan Marshall, pardon. J'aimerais savoir d'où proviendraient les financements pour rehausser notre budget, dont vous avez dit qu'il se situe actuellement à 10 milliards. Comment nous pouvons faire pour accroître ces budgets? Par rapport à la résolution des problèmes, il y a eu beaucoup de points, l'infrastructure, il y a beaucoup de choses à faire, les routes et tout ça, la ressource humaine et tout, la transformation de nos matières premières. Et vous avez dit qu'en 15 ans, vous avez donné un délai de 15 ans. Je veux savoir, est-ce que ce délai-là est vraiment suffisant pour faire tout ça, parce que ça me semble vraiment énorme. Alors je me pose cette question et je voudrais savoir si c'est sur base de quoi on peut dire que dans 15 ans on peut faire ça, dans 5 ans on peut faire ça. Merci. Alors vous avez parlé de la corruption qui gangrène encore l'économie, ce qui fait que les recettes, au lieu d'aller vers les caisses publiques, se dirigent vers les poches des particuliers. Alors, cette corruption, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la combattre? Parce que c'est un problème d'homme, de mentalité. Qu'est-ce que vous proposez pour combattre ça? J'aimerais savoir comment un manager pourrait contribuer au développement d'un pays. Ma première question est comment pour les managers, comment en fait les managers peuvent-ils s'en sortir dans un pays où d'une part on a la difficulté en fait pour trouver l'énergie et d'autre part aussi il y a une vraie difficulté en fait à trouver la main d'œuvre qualifiée pour justement aider à se sortir. Et là, et vous avez parlé en fait qu'en RDC, pour que les personnes vivent bien, il faudra en fait que le salaire minimum soit de près de $1000. Mais comment arriver à un tel salaire alors que nous savons que le pouvoir d'achat est relativement faible dans notre pays? Je voudrais, vous allez me rappeler parce que je n'ai pas pris les notes,
Je vais commencer par la période de temps pour mettre en œuvre le plan. Quand je parle de 15 ans, c'est basé sur quoi? Madame Kiana, c'est basé sur une expérience personnelle vécue. Je vous dis que j'ai travaillé sur 85 pays différents, sur les 5 continents. Et je suis allé dans certains pays. Quand je voyais les populations de ces pays-là, j'avais des larmes aux yeux. Je me disais, mais ce n'est pas possible, comment ils peuvent arriver à vivre? Vous avez un gouvernement très responsable, un secteur privé très responsable, une population responsable. Et j'ai vu les gens concevoir une vision de développement et se mettre au travail. 15 ans plus tard, vous n'arrivez pas à reconnaître le même pays. Je voudrais vous inviter par exemple 2 ou 3 exemples. Le premier exemple que moi j'ai vécu, et je suis vraiment amoureux de ce pays, attaché à ce pays, à sa population, ce sont les îles du Cap-Vert. Un petit pays en Afrique de l'Ouest, du côté du Sénégal, dans la mer. Vous voyez où c'est? C'est un petit pays. Vous êtes du Cap-Vert? Tout le monde? Soumis à constant de dire. Oh, exact. Les îles du Cap-Vert, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme Signor Carlos Vega, ou bien Signor de Rosario, des gens comme ça. J'ai travaillé avec ce pays. Quand je suis arrivé au Cap-Vert, on a commencé à... Je me disais, mais comment est-ce que d'abord on peut vivre ici? Parce que tout le temps que j'étais au Cap-Vert, il n'y avait pas de pluie. Et vous ne voyez rien de vert. Vous voyez soit de sable blanc, soit de l'eau, c'est la mer. Et si ce n'est pas le sable ou de l'eau, vous voyez des montagnes, ce sont des rochers. Et vous ne voyez rien de vert. Je leur ai demandé pourquoi vous appelez Cap-Vert. Ils m'ont dit que dans le passé, il pleuvait, et il pleuvait de temps en temps, mais il ne pleut pas souvent. Si bien que la première leçon que j'ai apprise à travailler sur les îles du Cap-Vert, c'est que l'eau est rare. Utilisez-la quand vous en avez besoin, et n'en abusez pas. J'entrais dans mon hôtel, Prayama, à Praia, ou bien hôtel Atlantico. Quand j'entre dans l'hôtel, c'est la première inscription que je vois dans la chambre d'hôtel. Vous y entrez, on vous dit l'eau est rare, n'abusez pas de cette eau-là. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'un pays qui est entouré d'eau, qui est dans l'océan, me dit que l'eau est rare? Parce que l'eau de l'océan est salée. Comme ça, j'ai fait, je termine. Et tout le monde me regardait, on me dit, ils gaspillent les ressources. Les Cap-Verdiens, ils prennent juste un tout petit peu, parce que l'eau est rare. Et cette leçon-là, ils l'appliquent dans la gestion du pays. Je vais vous dire que tout le temps que j'ai travaillé sur le Cap-Vert, je n'ai pas connu des cas de corruption. Ça existe peut-être de façon très maligne, mais il y a eu un seul individu, M. Duarte, qui travaillait pour INATOUR, l'agence pour la promotion du tourisme. Duarte était accusé d'avoir détourné dans un projet financé par la Banque mondiale une somme de combien? 5 000 $. Pas 5 millions. 5 000 $. Et pendant la campagne présidentielle, tout le monde sortait ce chèque-là qui disait 5 000 $, tous les membres du MPD, le parti au pouvoir, ce sont des détourneurs de fonds. Et à la fin de la journée, ils ont perdu les élections à cause d'une allégation de corruption de 5 000 $. Maintenant, je reviens à la personne qui a demandé que faire pour combattre la corruption. Qu'on puisse mettre un numéro quelque part, un site web et aussi un email pour que toute personne au Congo qui connaît quelqu'un qui est corrompu, qui est accusé de corruption, puisse appeler ce numéro et l'accuser. Ou bien aller dans le site web accuser la personne, ou bien envoyer un email. Mais une fois qu'on vous a accusé, cela ne veut pas dire que vous êtes coupable. Vous êtes présumé encore innocent. Il faut qu'on envoie une commission, une enquête, les gens qui vont enquêter. Vous posez des questions, demandez à la personne qu'on dit a été corrompue ou bien a reçu l'argent, qu'on puisse investiguer. Et une fois qu'on arrive à établir qu'il y a eu réellement des indices sérieux de corruption, en ce moment-là, on vous amène devant la barre. Devant la barre, comparaissez à la télévision, vous êtes jugé en direct, tout le peuple congolais sait que telle personne est accusée de corruption. Et si on trouve que vous êtes coupable, on vous met en prison pour 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, d'après la gravité de l'affaire. Vous n'allez pas sortir de là jusqu'à ce que vous puissiez terminer votre peine. Mais quand vous sortez de la prison, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il y a 3 choses qui vous attendent. 1, vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique parce que vous êtes un mauvais citoyen. 2, vous ne pouvez plus vous présenter pour un mandat électif, être député national, député provincial, président de la République, ou j'en passe, ou sénateur. Vous ne pouvez plus, vous êtes disqualifié définitivement.
3, vous ne pouvez plus faire affaire avec l'État dans le sens de vendre vos services ou vos produits ou vos marchandises à l'État. Et 4, je voudrais aller très loin. On vous arrache la carte d'électeur, le passeport congolais. Une fois que vous êtes puni de cette façon-là, et on va punir 3 ou 4 personnes successivement, devinez quoi? Qui voudrait être corrompu demain pour connaître ce sort? Tout le monde va se mettre au garde-fou. Il faut qu'on ait un état de droit, une justice fonctionnelle et qu'on applique ces lois-là à tout le monde. Donc la lutte contre la corruption, c'est celle-là qui va nous sauver. Je vous rappelle que Louzo Lobambi, notre conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption sous l'ancien régime, avait fait un travail extraordinaire. Il avait déterminé qu'à la fin de chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement de fonds publics. Si vous voulez augmenter le budget, où est-ce que vous devez commencer? Appelez Louzo Lobambi, qu'il sorte ces dossiers, qu'on amène ces gens-là au tribunal, qu'on les accuse, qu'on les juge, comme je viens de le dire là. On va récupérer tous les biens qu'ils avaient volés et le budget va aller dans quel sens? Ça va augmenter considérablement. Le Nigeria est en train de le faire. La question de la personne qui a demandé d'où viendraient les ressources pour mettre en œuvre cette vision grandiose du développement du pays. C'est un pays riche. Nous avons un petit budget parce au niveau de l'argent. Si nous devons recouvrer, augmenter notre budget, ce que nous devons faire, c'est boucher les trous, éliminer la corruption, améliorer la gouvernance et nous allons augmenter la contribution des ressources intérieures au budget national. Du niveau que nous avons actuel, j'ai estimé que nous pouvons recouvrer, nous pouvons avoir un budget annuel en moyenne donc de 45 milliards de dollars au-delà donc de la 5e année, parce que les premières 5 années, il faudra qu'on puisse faire des réformes structurelles, améliorer la gouvernance, des réformes de la justice pour qu'on puisse atteindre cette vitesse de croisière. J'ai estimé que par an, actuellement, nous avons des contributions des bailleurs de fonds. Banque mondiale, Fonds monétaire, Banque africaine de développement, des bilatéraux et consorts, estimés à environ 3 milliards de dollars par an. Je souhaiterais maintenir ce niveau-là pour ne pas trop dépendre sur l'assistance extérieure. Si on maintient 3 milliards de dollars que nous avons par an, multiplié par 1 an du plan, nous allons obtenir combien? 15 multiplié par 3, nous avons 45 milliards de dollars. Les 45 milliards proviendraient donc de contributions des bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux. Maintenant, si nous améliorons l'environnement des affaires, on va attirer plus d'investissements. Les investissements directs étrangers aujourd'hui s'élèvent à 3 milliards de dollars par an. J'ai estimé que nous pouvons améliorer, attirer plus d'investissements quand on améliore l'environnement des affaires. On peut donc augmenter ce chiffre-là de 3 milliards à 5 milliards par an, multiplié par 15. Nous allons mobiliser 75 milliards de dollars sur le période de 15. Donc la somme de 680 milliards provenant des ressources intérieures, la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement de fonds publics, et de 75 milliards de dollars provenant des investissements directs étrangers et de 45 milliards provenant d'aides bilatérales et multilatérales nous donne combien? 800 milliards de dollars dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan Marshall de façon réussie. Donc, l'argent principalement proviendra des ressources intérieures. Donc, nous devons être sérieux pour lutter contre la corruption, faire comme les îles du Cap-Vert, comme je vous ai dit. Quand on soupçonne que quelqu'un a mis les mains dans les caisses de l'État, cette personne mérite qu'on puisse l'amener devant la barre, qu'on le juge, qu'on la juge, qu'on la condamne, qu'on la mette en prison. C'est comme ça que tout le monde va avoir dans le cœur. Et j'avais une question concernant la durée de 15 ans. Avez-vous prévu, qu'est-ce qui nous garantit alors que le plan sera suivi à la lettre? Quel genre d'institution allez-vous mettre pour contrôler l'évolution du programme? J'ai eu à remarquer que votre plan Marshall est quasi conforme au plan d'urgence initié par le feu président Laurent Désiré Kabila et presque conforme au plan entamé par Joseph Kabila, les 5 chantiers. Alors j'aimerais savoir si votre plan Marshall comporte des innovations et si oui, quelles sont ces innovations? Deuxièmement, je voudrais savoir si aujourd'hui vous étiez donné la chance d'appliquer ce plan Marshall, comment l'appliqueriez-vous et par où commenceriez-vous? Troisièmement, je voudrais savoir, pour nous en tant que futurs entrepreneurs, futurs managers, futurs banquiers, etc., quelle ligne de conduite nous conseillerez-vous de suivre pour demain pouvoir contribuer au développement d'un nouveau Congo? Finalement, une question personnelle pour vous, en tant que manager et que
économiste, quels actes concrets avez-vous déjà posés personnellement pour l'évolution de notre société privée? Je voudrais d'abord vous rappeler qu'en tant que fonctionnaire international travaillant pour la Banque mondiale à Washington, il ne m'était pas autorisé à travailler sur mon pays. Il y a un conflit d'intérêts. Quand on vous appelle World Banker, c'est-à-dire International Civil Servant, quelqu'un qui travaillait pour la communauté financière internationale, on s'attend à ce que vous travaillez sur tous les pays, mais sauf sur votre pays. Vous savez pourquoi? Il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Si j'étais responsable de pouvoir faire des prêts à la République démocratique du Congo, devinez quoi? Je vais ouvrir la vanne, donner tout plein d'argent, même s'ils ne remplissent pas les conditions. Pourquoi? Parce que c'est mon pays. Je voudrais aider le maximum de mon pays. Et pour éviter ça, vous ne m'autorisez pas à travailler sur mon propre pays. Mais exceptionnellement, en 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila devient président de la République, il m'avait appelé. Il avait demandé, je veux que tu viennes participer au développement de ton pays. Après tout, c'est nous qui t'avons envoyé là-bas, tu dois revenir. J'ai dit, à vos ordres, chef. Je suis revenu ici, je l'ai rencontré au Palais de la Nation. Il m'a dit, nous voulons changer des choses. Je sais que toi, tu es spécialiste de la monnaie. J'ai fait ma thèse de doctorat à Paris 9 Dauphine. Ma thèse portait sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire. Application à la République démocratique du Congo. Il m'a dit, c'est ça que tu as fait comme étude. Je voudrais savoir que faire pour que le Congo, la RDC, le Zaïre puissent avoir une monnaie meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Tu es sous les drapeaux et je veux que tu puisses aller réunir tes frères là-bas à la Banque centrale et consorts. Sortez-nous une monnaie dont nous pouvons être fiers. J'ai co-présidé la commission de réforme de la monnaie, mais pour que je puisse le faire, il a fallu que le Congo écrive officiellement à la Banque mondiale pour demander la permission qu'on puisse me libérer pour venir dans mon pays. Cela a été fait. J'ai co-présidé la commission de réforme de la monnaie. Nous avons conçu le franc congolais. Nous avons subdivisé le franc en 1 franc, 2 francs, jusqu'à 100 francs. Et le témoin est ici parce qu'il faisait partie de cette commission de début. J'ai sélectionné une firme allemande qu'on appelle Kiseki & Devlet. Donc, on a conçu la monnaie, on a imprimé la monnaie, et au moment maintenant où il fallait commencer à mener la politique monétaire, il y a eu interférence dans la politique, dans la sélection des dirigeants de la banque. Au début, le président Laurent Désiré Kabila m'avait dit, avant de venir ici, il m'avait dit qu'il va me nommer gouverneur de la Banque centrale. Et j'ai demandé la permission à la Banque mondiale pour revenir ici en tant que qui pour être nommé gouverneur de la Banque centrale, même si j'ai fait d'abord le travail préparatoire de conception de la monnaie. Une fois qu'on a terminé la conception de la monnaie, il y a eu des gens qui ont commencé à amener des histoires de tribalisme. Ils ont dit dans le gouvernement il y avait autant de gens originaires de tel point de la République et que moi, je ne pouvais pas aller à la Banque centrale en tant que gouverneur, je ne pouvais aller que numéro 2, vice-gouverneur. Or, je connais très bien les règlements. Le vice-gouverneur n'agit que par délégation du gouverneur, il n'a pas de vrai pouvoir. Je leur avais dit, je souhaiterais bien participer, mais je ne peux pas, merci, je rentre aux États-Unis. Donc, au moins mission accomplie, pourquoi? Parce que la conception du franc congolais, c'était mon œuvre. C'est moi qui avais convaincu le président Laurent Désiré Kabila à ne pas mettre sa photo sur les billets de banque. C'est comme ça que nous avons le franc congolais où il n'y a pas la photo du président de la République. Et je pense que c'est une tradition qu'on a instituée au Congo. Je doute fort que le président Félix Antoine Tshisekedi vienne aujourd'hui et dise changez la monnaie, mettez donc mon visage sur les billets. Pourquoi? Parce que toute la population va bouder. C'est une tradition que j'ai amenée. J'ai insisté parce que j'ai pensé que c'était bien pour mon pays. Deuxième contribution. À l'époque, la Banque centrale avait un conseil d'administration composé de 12 membres. Sur les 12 membres, 7 étaient des ministres du gouvernement. Il y avait Pierre-Victor Mboyo, Badimani Mulumba, Mompanga Mwananga, Thomas Kanza, ils étaient 7. J'avais convaincu le chef de l'État en lui disant, vous savez quoi, c'est que vous faites là, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. À l'extérieur, dans d'autres pays, dans des pays où on a des traditions de banques centrales et des monnaies fortes, aucun membre du gouvernement ne peut faire partie du conseil d'administration de la Banque centrale. Faites la même chose et nous allons réaliser un bon résultat ici. Sinon, on va se casser la tête. J'ai même conçu, après ça, un livre intitulé « Vision pour une monnaie forte ». Plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo. Où j'ai dit à mon pays, voici des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et vous
Vous savez quoi? Le président Laurent Désiré Kabila, c'est là que j'avais déterminé que c'était nationaliste. Il m'a écouté et il m'a dit, tous les ministres là, quand ils viennent ici, ils me disent, Moussé doit être partout ce qui est devant. Vous êtes la seule personne à me regarder dans les yeux et me dire, les gouvernements, tous, ils viennent ici pour me dire, ils veulent rester. Ils se réunissent chaque jour pour avoir des jetons de présence. Je vais vous suivre. On va faire une monnaie sans ma photo et on va enlever tous les membres du gouvernement du conseil d'administration. Je suis parti de là satisfait, en me disant que ma banque centrale deviendra une banque autonome indépendante et que si elle mène correctement la politique monétaire comme il se doit, on devrait avoir une monnaie nationale crédible. Voilà ma contribution à la République. Et je voudrais même vous dire aussi quelque chose que j'avais mentionné avant. Comme Kabila Père venait d'arriver à Kinshasa, après avoir fait toutes ces années donc, de bataille, donc, de rébellion et consorts, il était question qu'on puisse remplacer la Banque du Zaïre par un autre nom. Il m'avait demandé quel est le nom qu'il faut adopter. Il y avait 3 noms que nous étions en train de considérer. 1, la Banque du Congo. À l'image, par exemple, de la Banque de France ou bien de la Banque du Canada. 2, la Banque nationale du Congo, à l'image de la Banque nationale de Belgique. Donc, c'est pour des raisons marketing. Maintenant, notre plan à nous, bien sûr que j'ai lu le plan américain pour la reconstruction de l'Europe de l'Est. Bien sûr que je sais que l'Europe de l'Est avait des capacités humaines beaucoup plus importantes que celles que nous avons aujourd'hui. Mais moi, je parle aussi du principe que l'impossible n'est pas compris. Vous savez pourquoi? Si je veux faire quelque chose et que je n'ai pas de capacité en RDC, je sais comment avoir cette chose-là. Quand j'ai présenté ce plan au Japon, à l'université de Tokyo, les étudiants m'ont dit, mais vous parlez de l'industrialisation accélérée de la RDC, de la transformation des ressources naturelles en produits finis en RDC. Vous parlez de transformer le coltan congolais pour faire des iPhones, des iPads congolais. Mais par où vous allez commencer parce que vous n'avez pas de ressources humaines de qualité? Je leur ai dit que ma population, elle est industrieuse. Ce sont des gens qui peuvent être bien formés, bien entraînés. Si on leur donne l'encadrement et la motivation, ils vont faire le travail. Mais s'ils ne peuvent pas le faire immédiatement, ce que je vais faire, c'est amener des Japonais dans les laboratoires où ils vont travailler aux côtés des Congolais. Et les Congolais vont regarder ce que les Japonais font. Après la première année, ils vont produire le premier iPhone fait par des Japonais au Congo. La deuxième année, le Congolais est très intelligent. Il va produire un iPhone congolais de lui-même. Et la troisième année, les Japonais vont retourner chez eux et nous allons continuer dans ça. J'insiste. Je voudrais revenir à la Banque de crédit agricole. Dans le cadre du plan Marshall, nous avons envisagé la restructuration du système bancaire de façon d'abord à mettre en place ce que j'appelle l'agence d'exécution du plan Marshall, qui est là, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC, une véritable banque de développement qui va assurer des financements des différents secteurs, agricoles, petites et moyennes entreprises, mines, immobilier, habitat, ainsi de suite, et on aura des départements spécialisés dans le cadre de cette banque-là. Donc, nous avons bien tenu compte de la particularité du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche, et on va soit à travers cette banque, une grande banque de développement, avoir un département qui se spécialise dans ce sens-là, ou bien mettre en place une banque du genre Banque nationale pour le développement de l'agriculture, telle que celle que j'ai vue au Mali, ou bien au Burkina ou dans d'autres pays ou en Indonésie. Donc, nous envisageons cela dans le cadre de ce plan. Encore une fois, moi je voudrais vous remercier parce qu'on me signale que nous avons dépassé le temps. La thématique, comme vous savez, depuis un certain temps, j'ai fait la promotion d'une nouvelle vision de développement afin de créer des opportunités pour tout le monde. Une vision qui puisse permettre à la République démocratique du Congo de sortir du sous-développement pour devenir un pays émergent en l'espace de quelques années, en l'espace donc de 15 ans. Alors, nous avons essayé de ne pas répéter la même chose que nous disons partout, d'adapter le thème de la conférence à l'environnement de l'école, comme ce sont des jeunes cadres conformes sur le plan pour devenir des managers des entreprises privées, mais également des managers au niveau de l'administration publique. On a essayé d'adapter le thème de la conférence aux exigences de l'école. C'est comme ça que le thème de la conférence d'aujourd'hui était le manager au service du développement. Développement non seulement d'une entreprise privée, mais également de la République démocratique.